Salut et bienvenue dans cette deuxième partie. Alors ici, nous allons donc calculer ces différentes poussées de terre que nous avons représentées précédemment. Donc pour le faire, nous allons commencer par calculer les différents coefficients. Donc là, nous commençons par le coefficient de poussée active. De poussée active nommé Ka et passive nommé Kp. Alors, Ka, le coefficient de poussée active ici est donné par la formule 1 moins sinus phi prime divisé par 1 plus sinus phi prime. Dans ce cas-ci, ça va nous donner le 1 moins sinus 30 divisé par 1 plus sinus 30. Là, nous allons obtenir une valeur de 0,33. En ce qui concerne le coefficient de poussée passive, c'est tout simplement égal à 1 divisé par le coefficient de poussée active ici, qui va nous donner 1 divisé par 0,33, qui va nous donner tout simplement 3. Alors, ça, c'est ce qui est pour les deux coefficients de poussée. Maintenant, nous allons commencer par calculer PQ. Donc là, nous allons calculer PQ. La poussée de terre due à la distribution des charges Q. PQ, vu que c'est du côté actif, c'est égal au coefficient de poussée active fois la distribution des charges Q1 par Q1. Et tout ceci multiplié tout simplement par cette hauteur. Donc là, ça sera multiplié par grand H. Alors, dans ce cas-ci, notre grand H sera tout simplement égal à H1 plus H2 plus l'épaisseur de notre semelle issue de la partie basse de notre mur de soutènement. Donc là, nous avons cette formule. En application numérique, nous aurons donc PQ, coefficient de poussée active ici, donc 0,33, multiplié par Q1 qui est égal à 20 kN. 20 kN par mètre carré et multiplié tout simplement par grand H. Alors grand H ici qui est égal à H1, H1 qui est 2 mètres ici, plus H2 3 mètres, donc ça va donner 2 mètres plus 3 mètres, plus cette dernière épaisseur-ci qui va donner 1 mètre. Alors, après calcul, 39,6 kN par mètre. Donc, ça, c'est ce qui est pour PQ. Nous allons calculer PA1. Donc, nous allons simplement écrire K de PA1, la poussée active 1. Alors, la poussée active 1 ici, vu que notre charge est triangulaire ici, la distribution des charges ici est triangulaire, nous allons donc commencer par calculer tout simplement la surface de notre triangle. Donc, PA1, c'est égal à la densité, bien le poids volumique de notre sol saturé, fois la surface qui est égale à 1 demi de la base. La base est ici qui va tout simplement donner H', fois la hauteur, H' encore. Donc là, ça va donner H' au carré, multiplié par le coefficient de poussée, multiplié par le coefficient de poussée actif. Nous obtenons cette formule-ci. En application numérique, nous aurons PA1 est égal à gamma sat. Là, nous avons 20 kN, 20 kN par mètre cube, fois 1 demi de H au carré. Alors, H' ici, ça sera tout simplement égal ici à H2 plus cette épaisseur plus 1 ici. Donc, ça va nous donner H2. H2 qui est 3 mètres plus 1, donc 4 mètres. Donc, fois 4 mètres au carré qui va donner 16. Fois le coefficient de poussée active qui va donner 0,33. 52,8. Donc, PA1 est tout simplement égal à 52,8 kN par mètre. Ça, c'est ce qui est pour PA1. Maintenant, là, nous allons regarder le cas de PA2. Cas de PA2. Alors, qu'est-ce que nous avons dit concernant le PA2? Alors, nous avons dit que PA2 ici est tout simplement la poussée de terre due à cette portion de terre sèche qui est située juste au-dessus du sol saturé.
Ce qui voudrait donc dire que PA2 ici, ça sera égal tout simplement au poids de cette portion de terre-là. Alors, ce poids-là qui va tout simplement être donné par gamma S. Donc, gamma dry, je voulais dire. Donc, le poids volumique du sol sec, qui est de 16 kN par mètre, 16 kN par mètre cube, fois H1, qui est la hauteur de notre terre sèche, fois H1. Alors, ceci nous donne, disons, cette distribution de charge qui est appliquée juste au-dessus. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, ça sera multiplié maintenant par H2. Donc, par cette grande distance ici, qui est tout simplement H', je vous l'ai dit, fois H' ici. Et maintenant, le résultat qui sera tout simplement multiplié à son tour par le coefficient de poussée actif. Donc là, c'est la formule de PA2. En application numérique, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons PA2 ici. Ça va nous donner 16 kN par mètre cube ici, fois H1. H1 ici qui est tout simplement égal à 2 mètres, fois 2 mètres, fois H'. H' qui nous avait donné, là nous avons 4 mètres, fois 4 mètres ici. Et maintenant, le résultat multiplié par le coefficient de poussée actif. Donc, PA2, nous obtenons 42,24 kN par mètre. Donc, ça c'est ce qui est pour PA2. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer PA3 sur la partie des poussées actives. Donc là, nous allons regarder le cas de PA3. Alors, PA3, c'est le même procédé que celui que nous avons utilisé tout à l'heure. C'est tout simplement égal au coefficient de poussée actif ici, multiplié par gamma D, multiplié par gamma D ici. Alors, ce résultat maintenant sera tout simplement multiplié ensuite par 1,5 donc la surface, qui est égal à 1,5 de la base fois hauteur, qui va donner 1,5 de H1 au carré. Alors, en application numérique, nous avons PA3, coefficient de poussée actif, fois gamma D, là c'est 16 kN par mètre cube. Donc ici, nous avons 16 kN par mètre cube ici. 16 kN par mètre cube, fois 1,5 de H1 au carré. Alors H1 ici c'est 2 mètres, au carré ça va nous faire 4 mètres. C'est 4 mètres divisé par 2 qui va nous redonner 2 mètres tout simplement. Alors, maintenant, PA3, après calcul, qu'est-ce que nous obtenons? Une valeur de 10,56 kN par mètre. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas de P, du coefficient de poussée passif 1. Donc, PP1 ici. Donc là, nous allons étudier le cas de PP1. Alors, c'est le même procédé. Là, nous avons PP1 ici. Ça sera tout simplement égal à gamma S. Donc là, ça sera 1,5 de gamma D, puisque nous travaillons avec de la terre sèche de l'autre côté. Donc là, ça sera 1,5 de gamma D multiplié par Ka, autant pour moi par coefficient de poussée passif. Maintenant, on va multiplier par la hauteur au carré. Alors, cette hauteur-là, c'est 1 mètre. Donc là, nous aurons tout simplement fois 1 au carré. Donc ici, nous aurons PP1. Dans ce cas-ci, va nous donner gamma D ici. C'était 16. Donc 16 divisé par 2, ça va nous donner 8 kN par mètre cube. Fois le coefficient de poussée passif qui était 3, multiplié par 1 mètre au carré. Ça voudrait tout simplement dire que la poussée passive 1, ça va égal à 8 fois 3 ici, qui va donner tout simplement 24 kN par mètre. Alors ça, c'est ce qui est pour PP1. Maintenant, nous allons évoluer vers PP2. Alors là, nous allons calculer PP2.
Donc là, nous pouvons commencer ici. Nos résultats sont affichés juste ici en haut. Donc là, nous avons le cas de PP2. Alors PP2 ici, c'est tout simplement une poussée de terre due au sol saturé. Donc là, nous avons P2 sera 1,5 de gamma sat. Donc de gamma sat multiplié par Kp, par le coefficient de poussée passif, et multiplié par cette hauteur au carré. Alors cette hauteur qui se prend l'épaisseur basse de la partie basse de notre mur de soudainement sera multiplié par 1 au carré dans ce cas-ci. Donc là, nous avons donc PP2 sera égal à 1,5. Gamma S ici, c'est 20 kN par mètre cube. Donc ça sera 20 divisé par 10 kN par mètre cube, multiplié par le coefficient de poussée passif qui est 3, et multiplié par 1 au carré, 1 mètre au carré, qui va donner également 1 mètre au carré. Alors, ça veut tout simplement dire que PP2 sera égal à 10 fois 3, qui va donner tout simplement 30 kN par mètre carré. Donc, notre PP2 est égal à 30 kN par mètre carré, par mètre autant pour moi. Donc 30 kN par mètre. Il ne nous reste plus que PP3 calculé comme charge horizontale. Alors PP3, nous allons directement passer à l'application numérique. C'est égal donc à la charge, charge horizontale due à la distribution des charges générées par ce sol sec au-dessus. Donc ça va donner gamma S, gamma D, je vous l'ai dit. Donc là, nous avons gamma D multiplié tout simplement par cette hauteur qui est de 1 mètre ici, et multiplié maintenant par cette deuxième hauteur basse ici, qui est également de 1 mètre. Alors tout ceci multiplié par le coefficient de poussée passive ici. Le coefficient de poussée passive ici, c'est égal à 3 tout simplement. Gamma D, ici, c'est égal à 20. Donc 16 autant pour moi. Donc là, nous travaillons le sol sec. Ça veut tout simplement dire que PP3 ici, ça va donner 16 fois 3 ici, qui va donner 48. Donc 48 kN par mètre. Donc notre PP3, c'est égal à 48 kN par mètre. Maintenant, nous allons nous attaquer tout simplement aux charges verticales. Nous allons commencer par calculer W1. Donc là, nous n'avons plus besoin des coefficients de poussée, car le rôle des coefficients de poussée ici, c'est tout simplement donner la composante horizontale d'une charge verticale qui sera appliquée au sol. Donc là, nous avons W1, disons K de W1. Alors W1 ici, qui est tout simplement la charge due tout simplement à ce sol sec-ci, ça sera tout simplement égal à gamma D multiplié par cette surface. Donc cette surface qui est égale à cette longueur multipliée par cette petite largeur en haut qui est tout simplement H1. Donc cette petite longueur sera donc 3 mètres multiplié donc par cette largeur juste en haut qui est tout simplement égale à 2 mètres. Donc là, notre gamma D ici, vu que c'est 16, là nous noterons directement 16. Ça veut tout simplement dire que W1 ici, ça sera égal à 16 fois 6. Alors là, nous obtenons une valeur de 96 kN par mètre pour W1. Maintenant, nous allons nous intéresser à W2. Alors de même, W2 dans ce cas-ci, ça sera tout simplement la charge due à ce sol saturé. Donc, vu que nous travaillons avec le sol saturé, ça sera égal à gamma S multiplié par quoi? Multiplié par cette surface, donc 3 mètres, multiplié par ce 3 mètres ici, et ensuite multiplié par cette hauteur qui est H2. Alors, fois 3 mètres également. Alors, ça, c'est ce qui est pour gamma W2. Ça veut tout simplement dire que W2,
ça sera égal à 16. Donc là, nous avons 20. 20 fois 9. Donc là, nous avons 180 kN par mètre. Ça, c'est ce qui est pour W2. Maintenant, nous allons voir le cas de W3. Alors, W3 ici, ça sera tout simplement, vu que nous avons conçu notre mur de soutènement en béton ici, là, nous avons W3, ça sera égal à le poids volumique du béton, multiplié tout simplement par la surface de cette première section. Alors, W3 représente la charge de cette section rectangulaire. Donc, ça sera multiplié par sa largeur qui est égale à 1, multiplié par la hauteur. La hauteur qui est tout simplement égale à grand H. Dans ce cas-ci, ça va donner 5 mètres. Donc là, ça va donner 1 mètre multiplié par 5 mètres tout simplement. Qui est donc égal dans ce cas-ci à 25 kN par mètre cube ici, fois 1 mètre, fois 5 mètres. Alors ça veut dire que W3 va donc donner 125 kN par mètre. Bon, nous allons à présent regarder le cas de W4. Donc, cas de W4. Alors, W4 ici, nous allons directement passer à l'application numérique. C'est également égal à 25 kN par mètre cube. Multiplié tout simplement par la surface de la partie basse. Donc, ça va faire 5 mètres fois 1 mètre. Fois 5 mètres fois 1 mètre. Alors là, nous obtenons 25 fois 5 qui va nous donner tout simplement donc W4, ça va également donner 125 kN par mètre linéaire. Maintenant, nous allons regarder le dernier cas de figure. Il s'agit ici tout simplement de W5. Alors, le même W5 ici, c'est le poids de la partie sèche du sol situé sur le côté passif. Donc là, W5 va nous donner poids volumique du sol sec, donc gamma D, ça va faire 16 kN par mètre cube, multiplié tout simplement par cette autre surface qui va nous donner 1 mètre fois 1 mètre. Donc là, ça va donner ça fois 2 mètres carrés. Ça veut donc dire que W5 au final, ça va tout simplement faire 32. Donc ici, c'est 1 mètre fois 1 mètre, donc c'est 1 mètre carré tant pour moi. Donc là, W5, ça va nous donner 16 kN. 16 kN par mètre. Ainsi, nous venons donc de déterminer l'ensemble des charges horizontales et verticales qui sont appliquées à notre mur de soutènement. Donc maintenant, nous allons consigner l'ensemble de ces résultats dans un tableau pour plus de lisibilité. Vu qu'ici, nous voulons déterminer le facteur ou bien le facteur de sécurité concernant le glissement ici et le renversement, nous serons donc amenés à comparer des forces et à comparer des moments. Donc dans notre tableau, la première colonne, ça va tout simplement consigner, ça sera la désignation. La deuxième colonne ici, ça sera tout simplement les intensités des forces. Donc là, nous abrégeons un peu, intensité. Alors, à la troisième colonne ici, nous allons avoir les distances. Alors, la distance par rapport à quoi? La distance est tout simplement par rapport au point de pivot. Vu que notre mur de soutènement ici est homogène, le point de pivot sera donc situé à l'extrême base du côté passif. Donc là, c'est par rapport à ce point que je peux noter par exemple O, que nous calculons, donc évaluerons le moment de toutes les forces, donc le moment des forces moteurs et le moment des forces stabilisantes. Donc là, nous allons avoir une distance de chacune de ces forces par rapport à ce point pour les calculs des moments. Et ici, nous aurons tout simplement les moments. Donc, une fois ce tableau rempli avec les intensités, nous allons maintenant évaluer les distances par rapport au point de pivot. Alors, concernant PQ, nous avons PQ ici, ça sera la résultante de cette force ici. Vu que la charge ici est rectangulaire, la distribution est rectangulaire autant pour moi, alors le point d'application de la résultante de cette force ici sera tout simplement ici au milieu de ce triangle. Donc, la distance qui va séparer ce vecteur force de notre point de pivot sera la distance qui tend de ce point
jusqu'à la base du rectangle, autant pour moi. Donc là, d'ici pour la base, ça sera tout simplement cette distance, cette grande hauteur divisée par 2. Donc là, ça va faire H2 plus H1 plus 1 mètre divisé par 2, ce qui va nous donner 5 mètres. Donc ça va faire 3 mètres ici, plus 2 mètres, 5 mètres, plus 1 mètre, 6 mètres divisé par 2. Alors là, nous aurons 3 mètres ici. Donc la distance ici sera en mètres, bien sûr. En ce qui concerne PA1 maintenant, alors PA1 ici, ça sera tout simplement situé aux 2 tiers partant de la base de notre triangle ici. Donc là, ça sera situé à 1 tiers autant pour moi partant de la base du triangle. Ce qui fait donc que la distance qui tend du point d'application de la résistance de cette force ici, de notre PA1, ça sera tout simplement égal au 1 tiers de cette hauteur-ci. Cette hauteur qui est égale à H2 plus 1 mètre. Donc H2 c'est 3 mètres plus 1 mètre, ça va faire 4 mètres. Donc là, nous obtiendrons une valeur de 4 tiers. Puisque ça va faire 1 tiers de 4 mètres, donc là, ça va faire 4 tiers. Maintenant, en ce qui concerne PA, de même procédé, ce sera tout simplement le centre, bien la moitié de cette distance-ci. Donc PA2 ici, ça va donner H2 plus 1 mètre, ça va nous donner tout simplement 4 mètres divisé par 2. Là, nous obtiendrons 2 mètres. Là, nous avons l'ensemble de ces valeurs. Donc, nous allons dès à présent calculer l'ensemble des moments de toutes ces forces que nous avons eues précédemment. Une fois l'ensemble des moments calculés comme ceci, nous allons dès à présent commencer par vérifier la stabilité au glissement. Alors, pour avoir la stabilité au glissement ici, il y a deux éléments à vérifier. Premièrement, nous allons commencer par évaluer l'ensemble des charges horizontales que nous pouvons avoir qui sont au moteur et l'ensemble des charges horizontales que nous pouvons avoir comme charges stabilisantes. Alors, premièrement, nous avons les charges évidentes que nous avons calculées, ces charges horizontales. Deuxièmement, nous avons ces charges verticales. Alors, pour évaluer l'ensemble de ces éléments, comme charge favorisant la stabilité de notre structure, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc les poussées passives premièrement, les poussées passives ici. Et deuxièmement, nous avons une autre charge que nous allons noter par exemple taux. Taux ici. Alors, taux ici est égal à ce que vous voyez juste là en haut. C'est égal à la tangente de phi' multiplié par la somme des charges verticales stabilisantes. Donc là, nous avons PP et nous avons ce taux-là. Alors, les deux conditions que nous avons concernant la stabilité au glissement, qu'est-ce que nous devons avoir? Comme première condition, nous devons avoir taux ici, doit être comment? Ça doit être supérieur ou égal à 1,3 facteur de qui? Facteur de PP. Donc là, nous allons prendre l'ensemble des charges. Donc là, ça va faire l'ensemble des poussées des PA ici. Donc PA moins PP, l'ensemble des poussées passives. Donc ça, c'est la première condition. Alors la deuxième condition stipule que notre taux également, taux plus l'ensemble des poussées passives ici, ça doit tout simplement être supérieur ou égal à 1,3 fois l'ensemble des poussées actives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En sommant l'ensemble de ces éléments, nous obtenons le taux ici qui va donner 312. Alors, ça stipule que taux divisé par PA moins PP ici doit être supérieur ou égal à 1,3 et taux plus l'ensemble des poussées passives divisé par l'ensemble des poussées actives, ça doit être supérieur ou égal également à 1,3. Après l'application numérique ici, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons comme première condition, ce coefficient nous donne 7,24 ici, qui est supérieur ou égal à 1,3, non, c'est vérifié. Le deuxième coefficient nous donne 2,85, qui est supérieur ou égal à 1,3 également, donc c'est vérifié. Donc la stabilité au glissement ici est vérifiée pour notre structure.
Maintenant, nous allons procéder à la vérification de la stabilité au renversement. Alors, en ce qui concerne la stabilité au renversement, donc renversement ici. Donc, pour la stabilité au renversement, l'ensemble des moments, somme des moments moteurs ici, donc au moment stabilisant, d'être supérieur ou égal à 1,5 fois la somme des moments moteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que somme des moments stabilisants ici, divisé par la somme des moments moteurs ici, somme des moments moteurs ici doit être supérieure ou égale à 1,5. Alors, je tiens à rappeler que ces deux coefficients-ci, 1,3 et 1,5, sont tout simplement des coefficients de sécurité. En réalité, ce rapport doit être supérieur ou égal à 1. Donc, ici, on a ajouté donc 50% ici, la charge maximum minimum qu'on peut avoir sur la charge extrême, juste pour se rassurer d'avoir une certaine sécurité, une certaine marge. Donc, il en est de même ici, 30% ici 50%, d'où les coefficients 1,3 et 1,5. Donc là, la somme des moments moteurs dans notre tableau, qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons l'ensemble des moments. Les moments moteurs ici, ça sera tout simplement égal à les moments générés par les forces motrices. Donc là, ici, nous avons PQ, ça c'est un moment moteur. Nous avons PA1, toutes les poussées actives vont générer donc des moments moteurs. Et maintenant, toutes les poussées passives ainsi que toutes les charges verticales vont générer donc des moments stabilisants. Donc là, nous allons maintenant évaluer l'ensemble de ces moments-là. Nous obtenons la somme des moments moteurs ici égale à 322,96 kN. Et la somme des moments stabilisants égale à 1540 kN. Ok. Donc par la suite, là nous avons le rapport de ces deux éléments. Donc nous avons la somme des moments moteurs, 1540 divisé par la somme des moments stabilisants, qui va donner donc un rapport de 4,77. Alors ce 4,77 qui est strictement supérieur à 1,5 dans ce cas. Donc la stabilité également est vérifiée. Donc stabilité, ok. Donc là, nous avons donc vérifié, vu comment évaluer l'ensemble des forces qui vont être appliquées à notre mur de soutènement et comment déterminer, vérifier la stabilité au glissement et au renversement de ce mur de soutènement. Alors, je tiens encore à préciser que ces conditions de stabilité, ce sont des conditions utilisées lors du prédimensionnement d'un mur de soutènement. Alors, ici, par exemple, là, vous avez obtenu un coefficient qui est très loin de 1,5. Certes, ça vérifie, mais ce coefficient est très loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons donc retourner sur notre mur de soutènement ici et réduire un peu plus les dimensions, par exemple. Au niveau de l'épaisseur, par exemple, de la partie basse, nous pouvons quitter de 1 mètre, par exemple, à 0,7 mètres, par exemple. Et là, nous allons procéder à la vérification. Alors, si nous vérifions et nous obtenons un coefficient qui, par exemple, est de, disons, 3 ou 2,8, alors là, c'est un peu plus proche de 1,5. Donc là, nous pouvons toujours utiliser ces dimensions pour la construction de notre mur de soutènement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. Alors, n'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire, partagez massivement la vidéo et surtout, max d'abonnements. Et n'hésitez pas également à aller vous procurer notre livre intitulé Étanchéité des bâtiments, protéger et pérenniser l'architecture moderne, dont vous aurez le lien en description. Alors, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette méga aventure dans l'univers passionnant du génie civil. Merci.